Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, la dernière partie sur la série des connecteurs. On va voir les deux connecteurs qu'on n'a pas encore vus. Donc je vais tout de suite en ajouter un dans la scène. Connecteur, je le sélectionne et ici dans Type, alors on va mettre ça comme ça. Dans Type, ici on a vu la charnière et le cardan. On a vu la rotule et le ragdoll. On a vu le curseur de torsion, le planaire et la boîte. Il nous reste donc la suspension de roue et le fixe. Et cette vidéo devrait être assez courte parce qu'en fait, c'est que des choses qu'on a déjà vues avant, donc ça va être assez simple à expliquer. Le fixe, c'est le plus basique de tous, peut-être. En fait, il n'y a quasiment rien à dire dessus, donc je vais peut-être le garder tout à la fin. La suspension de roue, c'est celui qu'on va voir en premier. La suspension de roue, en fait, c'est un mélange de plusieurs éléments, comme beaucoup d'autres connecteurs d'ailleurs. On avait vu que le curseur de torsion planaire et la boîte, c'était quasiment la même chose. On avait vu que la rotule et le ragdoll, c'était quasiment la même chose, et la charnière et le cardan aussi. À chaque fois, c'est un des connecteurs qui est réutilisé, combiné à autre chose, pour donner un nouveau connecteur. Et la suspension de roue n'échappe pas à la règle. En fait, la suspension de roue, c'est un curseur, plus une charnière, plus un ressort. Donc trois choses en même temps. On l'ajoute, enfin je choisis ici dans le type suspension de roue, et voilà ce qu'on a. On reconnaît bien en fait la barre en fait du curseur, avec ici dans les propriétés limite inférieure, limite supérieure, hein, comme pour les curseurs. Donc on peut cocher ça et indiquer une limite ici et là aussi. Donc ça fait exactement la même chose que ce qu'on a vu sur le curseur. Donc je n'ai pas besoin de vraiment de revenir dessus. C'est assez basique. Si on regarde un peu plus près, ici on peut voir que il y a un élément rond qui est très proche de ce que l'on a vu avec la charnière. En fait, c'est une charnière, tout bêtement. Il y a une charnière qui est ajoutée. C'est-à-dire que le curseur monte et descend effectivement. Cet élément-là monte et descend effectivement comme pour le curseur le long de cet axe, l'axe Y. Et en plus, ici, c'est une charnière. Donc ça permet de tourner. Et en plus, on a quelque chose de bizarre ici. On a des anneaux. Ici, on a des anneaux tout plein bizarres. En fait, c'est un ressort. C'est tout bêtement un ressort, sauf que c'est un ressort qui est compressé. Ici, dans les propriétés, on a position de repos de la suspension qui est à 0 cm. C'est l'état du ressort. C'est-à-dire que si j'augmente ça, hop, on peut voir que effectivement, ici, c'est un ressort. Là, je l'ai augmenté, donc on voit que c'est tout bêtement un ressort qui attache en fait cette charnière sur l'axe du curseur. Donc on peut l'augmenter dans un sens, mais aussi dans l'autre sens. Voilà, donc je vais le remettre à 0. Tac. L'angle de direction ici en degrés, parce que on va regarder quand même un petit peu les propriétés. L'angle de direction ici, c'est simplement la rotation sur l'axe Y. C'est-à-dire que si, donc sur le plan XZ, ici si j'augmente cet angle de rotation, on peut voir que ça tourne effectivement, tout bêtement. Donc voilà, c'est le truc assez basique. La dureté de la suspension, c'est en fait la force qui est nécessaire pour que le ressort bouge, en fait. Oui, c'est ça. Donc ici, plus on met un nombre important, plus on met un grand nombre, plus il faut de force pour que le ressort bouge. Donc, et plus on met un nombre petit, plus le ressort sera mou, moins il y a besoin de force. Donc si vous voulez que le ressort ait vraiment un effet fort, il faut augmenter cette valeur. Et dans ce cas-là, vraiment, il faut beaucoup de force pour pouvoir le bouger. Et si vous diminuez cette valeur-là, au contraire, il faut moins de force et puis le ressort euh, a, comment dire, effectuera son effet de dynamique beaucoup plus légèrement. C'est-à-dire que ça, un élément va totalement tomber ou totalement aller vers le haut si vous émettez un chiffre assez faible. On va voir ça tout de suite avec un exemple parce que c'est beaucoup plus parlant quand même quand on met des éléments et qu'on fait un exemple. Alors vous pouvez voir que comme pour les autres connecteurs, quand je le sélectionne, il est totalement invisible. Encore une fois, je rappelle qu'il faut aller dans Afficher et cocher toujours visible si vous voulez pouvoir le voir même si vous désélectionnez l'élément. Donc ici, je l'ai mis en toujours visible. Et puis
Je vais retourner ici dans l'onglet objet. Donc j'ai besoin d'un objet A et d'un objet B. Alors pareil, comme d'habitude, je vais faire un truc comme ça. Voilà, on va mettre un cube à peu près là. Comme ça, assez aplati. Je vais en créer un autre. On va faire pas trop grand. 50 par 50 par 50. Sur Z, on va augmenter. On va mettre 100. Voilà. Puis je vais le dupliquer. Alors, ce deuxième cube, je vais le dupliquer. Le double ici, on va mettre ici seulement 50. Et là, je vais mettre 200 par 200. Tac. Et on va aller déplacer un peu ça comme ça. Voilà. Je vais sélectionner. Alors, je vais mettre le grand cube ici en fond du cube 1, du petit qui est là, parce que je veux garder l'axe du petit cube et je veux pas que Cinema 4D me fasse un axe entre les deux quand je vais les fusionner, parce que ces deux éléments, je vais les fusionner. Je les sélectionne, clic droit, connecter les objets, plus supprimer. Comme ça me fait un seul élément. Alors, j'ai oublié un truc, quand même les rendre éditables. Voilà. Tac, je les sélectionne, clic droit, connecter les objets, plus supprimer. Voilà. Et comme ça, comme je les avais mis l'un en fond de l'autre, c'est celui qui est parent qui définit l'axe en fait de mon nouvel objet. Et ce nouvel objet, on va le déplacer légèrement, de manière à le placer à peu près comme ça. Voilà. Et ça, c'est notre objet B. Et l'autre cube ici, je rends éditable aussi, c'est l'objet A. On n'est pas obligé de les rendre éditables, on n'est pas obligé de faire la forme que j'ai fait. Hein. Là, c'est vraiment histoire de montrer quelque chose d'assez parlant. Et donc le connecteur, ici, j'ai besoin d'un objet A, donc c'est l'objet A, et j'ai besoin d'un objet B, c'est l'objet B. Comme pour les autres connecteurs, vous pouvez remarquer que ici, on a attachement A, attachement B, avec exactement les mêmes paramètres que les autres connecteurs. Donc je vous conseille de retourner voir les premières vidéos sur les connecteurs, où j'explique ça un petit peu mieux. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a vraiment rien de nouveau. Donc centre de masse, c'est le centre de l'objet. Point de polygone, c'est un point de polygone avec un numéro d'index, avec toujours ici la région d'influence pour les corps souples. Et point de sélection, c'est une sélection, avec ici en plus tous les éléments pour les corps souples. Donc je vais laisser centre de masse. Ignorer les collisions, c'est coché. Comme pour les autres connecteurs, on le décoche, les collisions sont prises en compte, on le laisse cocher, les collisions ne sont pas prises en compte. Tout bêtement. Ici, je laisse les paramètres par défaut. J'ai coché limite inférieure et limite supérieure, histoire que ça reste à peu près dans la zone visible de l'éditeur. On va faire comme ça, 250 frames, et je fais lecture. Alors ici, comme pour les autres connecteurs, le connecteur suspension de route passe en rouge s'il y a quelque chose qui cloche. Ici, qu'est-ce qui cloche? Il vient simplement que j'ai pas mis les tags dynamiques. Donc l'élément A ici, on va dire que c'est un corps collision, donc il bougera pas. Et l'élément B, on va dire que c'est un corps rigide, donc lui il va bouger. Voilà, et maintenant je fais lecture, et là qu'est-ce qu'on voit? Tac, on voit que ici notre élément est descendu un peu à cause de son poids et de sa gravité, donc le ressort là l'a retenu, et puis c'est tout. Et il descend par rapport à cet axe-là. Si le ressort du connecteur, ici je lui mets une dureté de suspension plus petite, 0.5, il va descendre un peu plus. Tac. Parce qu'en fait, le ressort est moins solide en fait. Si je mets 1, 0.1, tac, vous voyez que ça descend beaucoup plus. Si je mets 0, il va aller tout en bas. Donc si je mets 0, tac, il va tout en bas. Il s'arrête en fait là où il y a la limite. Donc s'il n'y a pas de limite, il continue à descendre exactement comme un curseur normal. Donc ici on va mettre, on va dire 0.5. Voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, on va modifier un petit peu notre objet B. Je mets la frame 0, je passe en mode point. Je vais sélectionner ces points-là. Et je vais les déplacer comme ça, histoire de rendre l'objet beaucoup plus lourd de ce côté-là que de l'autre côté. Tout bêtement. Comme ça, en fait, je modifie un petit peu son comportement dynamique. Donc, il devrait normalement tomber. Comme il est sur un élément qui est comme une charnière, qu'est-ce qui va se passer? Hop, voilà. On voit que ça tourne effectivement. Donc c'est vraiment une charnière sur un élément connecteur curseur avec en plus un ressort.
Et ça, c'est très bien pour faire tout ce qui est suspension de roue de véhicule, parce que là, en fait, vous avez quelque chose qui peut tourner, donc comme une roue normale, qui est qui amortit les chocs, vu qu'il y a le ressort, qui reste en fait sur un axe vertical, vu qu'il y a l'élément comme le curseur, et c'est dynamique. Et en plus, ici, avec l'angle de direction, vous pouvez en plus faire tourner les éléments, comme si on tournait la roue. Voilà. Donc ça, vous pouvez le rendre contrôlable avec des données utilisateurs et Expresso, par exemple. Et dans ce cas-là, vous aurez en fait l'équivalent d'une vraie roue de voiture. Vous pourrez faire tourner un petit peu dans le sens que vous voulez, ça amortira les chocs, et en plus ça tourne. Donc ça c'est parfait. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. L'amortissement, j'en ai pas parlé, mais bah ça coule de source, hein, c'est l'amortissement de l'effet. Donc ici vous l'augmentez ou vous le diminuez. Par exemple si je mets 0, voilà, hop, on voit ici ça ondule beaucoup plus, on voit que ça remonte, ça redescend. Si au contraire ici je mets 100, tac, vous voyez que ici hop ça s'amortit beaucoup plus. Voilà, c'est tout bêtement ça, l'amortissement en fait. Si je mets 200, on va essayer d'exagérer, tac, là c'est encore plus amorti. Je vais le remettre par défaut c'est 20, ce qui est pas mal. Voilà, c'est parfait. Et ici, la dureté de la suspension, vous gérez ça un petit peu comme vous voulez en fonction de votre scène. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dessus. On peut jouer un petit peu avec ici la position au repos, ici avec la rotation, on peut jouer avec ici les limites. Et puis tout ça, ça peut servir en fait dans des petits setups de dynamique assez simples en fait à réaliser, parce qu'en fait, ici, on a juste 2 objets à gérer à chaque fois par connecteur. Et puis là, c'est que des éléments qu'on a déjà vus. Le curseur, le ressort, la charnière. Je vais tout de suite aller sur le deuxième connecteur. On retire tout ça. Comme j'ai dit, la vidéo va être assez courte hein, normalement. On ajoute le deuxième connecteur. Enfin, je rajoute un connecteur. Et je vais ici dans Type, je vais aller chercher Fixe. Fixe. C'est le plus basique des connecteurs. Alors là encore, il faut indiquer un objet A, un objet B. Et puis vous voyez qu'il n'y a pas de paramètres. Parce qu'en fait, il y a rien. Je vais le retirer. Je vais vous montrer quelque chose. On met un plan, par exemple, un sol. Je vais le rendre, ce sol, je vais le rendre corps collision. Donc les éléments vont venir buter dessus. Je vais bien comme il faut. Je vais prendre 2 cubes. Alors on va pas les faire trop gros. 50, 50, 50. On va en mettre un là, et puis j'en fais un double là. Assez proche, un peu plus proche, histoire que ça soit un petit peu mieux. Voilà, parfait. On va même les faire tourner un petit peu. Celui-là, on va le faire tourner un peu comme ça. Et celui-là, on va le faire tourner un petit peu comme ça. Voilà, parfait. Et je vais mettre des corps collision là-dessus. Enfin, pas des corps collision, des corps rigides. Donc, je sélectionne, clic droit, simulation, corps rigide. Voilà, on va mettre plus de frames. 250 frames. Et je fais lecture, et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, ils vont tomber sur le sol. Et comme le sol a un tag corps collision, ils vont rebondir, enfin ils vont pas traverser le sol. Voilà, parfait. Et on voit bien qu'ils sont bien séparés l'un de l'autre. En fait, ils ont chacun leur fonctionnement, leur dynamique. Ils n'ont pas exactement la même dynamique, etc. On voit que ils sont bien séparés, c'est bien 2 éléments séparés. Si j'en mets un enfant de l'autre, tac, et que je recommence, ça n'a rien changé. Parce qu'en fait, ils ont tous les deux leur tag de dynamique, même s'ils sont en hiérarchie, ça change rien. Le deuxième, celui qui est enfant, je lui retire son tag de dynamique. Et je fais lecture, et dans ce cas-là, il n'y en a qu'un seul qui est dynamique. L'autre est quand même attaché. On peut voir, il est quand même attaché, mais il n'y en a qu'un seul de dynamique. Si je veux que les deux soient dynamiques, il faut que je sélectionne mon tag de dynamique. Et ici, dans hériter propriété, dans collision, hériter propriété, il faut que je mette composé forme de collision. Et dans ce cas, tac, dans ce cas, tous les éléments en hiérarchie du premier, tous les éléments enfants du cube 1 sont considérés comme
faisant partie intégrante du cube 1. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient tous le tag ici de dynamique, mais ils étaient tous en un bloc. On regarde ce que ça donne ça. Tac. Là, on va revoir ça. Tac. Il faut peut-être que je vous montre un peu plus. Tac. Image par image. On voit que ça rebondit et vous voyez que les deux cubes tournent en même temps. Ils sont reliés en fait. Ils sont attachés. Ils sont complètement attachés. Quand il y en a un qui descend, il y a l'autre qui monte, etc. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment reliés ensemble. Comme si c'était qu'un seul et même objet et la dynamique avait un effet sur tout le bloc. C'est pas deux éléments dynamiques séparés, c'est qu'un seul élément dynamique entier qui est en fait considéré par Cinema 4D. Et en fait, je vais retirer ça, je retire la hiérarchie, je remets le sol plus bas. Maintenant, je vais remettre en fait un tag de dynamique sur les deux. Alors, ça, je vais le remettre normal. Aucune, voilà. Et sur le deuxième, je vais mettre aussi un tag de dynamique. Et là, maintenant, on revient en fait sur deux éléments dynamiques bien séparés. Et ce que l'on veut, c'est obtenir le même résultat, mais en passant par un connecteur. Et c'est là qu'arrive notre connecteur fixe. Je le mets entre les deux. Un objet A, un objet B. Alors, je choisis le fixe. Un objet A, un objet B. Donc, un objet A, un objet B. Tac. Là, notre connecteur, on le voit, il est entre les deux. Si je le désélectionne, il disparaît. Il faut bien que je mette afficher toujours visible si je veux toujours le voir. Voilà. Et là, en fait, ce connecteur fait exactement la même chose que si j'avais mis un des cubes enfant de l'autre et que j'avais mis qu'un seul tag de dynamique avec en hérité propriété composé forme de collision. C'est exactement la même chose. Sauf que là, on passe par un connecteur. Si je fais lecture, tac, on voit que effectivement les deux éléments sont reliés. On peut revoir ça image par image. Tac, on zoome, image par image, on voit qu'au moment où ça tape, les deux éléments sont effectivement reliés. Ils sont considérés comme un seul et même objet. Mais sauf que là, j'ai deux tags dynamiques et c'est un connecteur qui se charge de les gérer et non pas la propriété, le paramètre hérité propriété. Donc c'est tout. Ça sert qu'à ça. Alors à quoi ça peut servir de passer par un connecteur plutôt que de passer par ce paramètre? Eh bien en fait, ça permet en fait d'avoir des éléments qui ne sont pas enfants les uns des autres. Donc il peut tout à fait y avoir un cube dans une hiérarchie et puis l'autre cube dans une autre hiérarchie. Et puis en passant par ce connecteur, on peut quand même les relier. Et comme c'est un élément qu'on peut mettre dans Expresso, on peut en plus gérer ça par Expresso ensuite. Donc ça sert uniquement à ça. C'est assez basique, assez simple. C'est vraiment le plus simple des connecteurs. Il est utile dans des setups un peu compliqués, quand on a vraiment des éléments avec des hiérarchies assez complexes, que certains éléments sont enfants d'un autre, et ne peuvent pas être enfants de deux objets à la fois, quand on veut pas passer par des contraintes, on veut pas essayer de ruser avec Expresso. Dans ce cas-là, on peut passer par ce connecteur. Et là, c'est considéré comme si l'un des deux cubes était enfant de l'autre, et qu'il n'y avait qu'une seule propriété corrigide avec composé une forme de collision. Et donc c'est assez basique, assez simple. Ça peut servir assez souvent dans des setups assez compliqués. On va sans doute l'utiliser, je pense. J'essaierai. On verra bien. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vous voyez qu'elle fait même moins de 20 minutes. C'était assez court. Parce qu'il y avait peu de choses à dire. Les prochaines vidéos, ça sera sans doute aussi sur les connecteurs, mais dans ce cas-là, ça sera des exemples. On fera peut-être des petites scènes d'exemples. Je montrerai en fait des utilisations des différents connecteurs. Alors je sais pas si ce sera pile la prochaine vidéo ou celle d'après peut-être, mais je vais montrer des exemples d'utilisation des différents connecteurs, du ressort, etc. On verra ce qu'on peut faire, comment on peut les faire fonctionner les uns avec les autres. Et puis c'est tout. Et puis ensuite, il y aura peut-être une vidéo de réponse aux questions, parce que ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Je sais pas, on verra. Et puis je finis là pour ce tutoriel. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Et donc on a fini la série sur les connecteurs de dynamique. Et donc, logiquement, on a vu tous ces éléments de dynamique. Et il faudra que je revienne sur le moteur, comme je l'avais dit. Donc à la semaine prochaine.